Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles. Tous les jours sur Bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, on commencera comme d'habitude avec l'art à la une, comme tous les vendredis dans Patrimoine thématique. L'art à la une proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Sybille Aoudjan qui nous emmènera ensuite à la FIAC rencontrer Nina Rodrigue-Eli, la directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. Ça, c'est pour Patrimoine thématique. Ensuite, dans Enjeu Patrimoine, nous nous intéresserons à un sujet assez technique mais essentiel pour tous ceux qui ont ou vont avoir un lien patrimonial avec le Royaume-Uni. Nous nous demanderons quel impact le Brexit peut avoir sur la gestion de patrimoine des Français, qu'ils reviennent du Royaume-Uni ou qu'ils décident d'y aller. Nous en parlerons avec Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond Rothschild. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Au programme la prévoyance, mais aussi l'impact des biais cognitifs dans la gestion de votre patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les vendredis au marché de l'art. Et on en parle avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'art à la une, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le marché de l'art ? Alors cette semaine, c'était le prix Marcel Duchamp. Le premier prix a été décerné à Lily Reynaud Dewar. Premier prix, mais il y a aussi 4 lauréats en tout et qui exposent chaque année au Centre Georges Pompidou lors d'une exposition commune. Donc Lily Reynaud Dewar, mais aussi Julien Charrière, Isabelle Cornaro et Julien Creuset. Et pour revenir au premier prix, Lily Reynaud Dewar vient de Grenoble. Elle a fait des études en danse classique, ce qui se retrouve particulièrement dans ses œuvres. Mais pour le prix Marcel Duchamp, elle a choisi de montrer un film qui a été tourné à Rome, mais aussi au Japon pendant plusieurs mois. Et la thématique du film porte sur la dernière journée du cinéaste Pasolini, cette dernière journée avant son assassinat. L'œuvre s'appelle Rome, 1er et 2 novembre 1975. Alors ces œuvres sont plutôt reconnues, elles sont déjà dans des institutions comme le Centre Pompidou, mais aussi la Fondation Pinault ou encore le Belvédère à Vienne. Le prix Marcel Duchamp est décerné chaque année par l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, c'est l'ADIAF, qui a pour mission de faire rayonner à l'international les artistes français. Et les nominations ne s'arrêtent pas là, Sybille, d'autres nominations également. Tout à fait, il y a Hugo Capron aussi, qui est lauréat Révélation Emerige 2021. C'est un programme tremplin qui est fait en partenariat avec chaque année une galerie d'art, un programme qui sert à soutenir un artiste émergent de la scène française. Donc là, c'est Hugo Capron qui est soutenu par la galerie Sémiose. Donc elle propose un accompagnement de cet artiste toute l'année, mais aussi met à disposition un atelier pendant 1 an et une dotation aussi donnée de 15 000 € qui sert à soutenir une exposition personnelle de l'artiste dans la galerie cette année. Alors Hugo Capron fait des écrevisses, sa thématique de prédilection, avec des tableaux à la fois figuratifs mais aussi mi-abstraits. L'artiste explore ainsi les différents modes opératoires de la peinture. C'est amusant d'avoir une thématique comme ça, les écrevisses pour le coup. Sybille, dans les actualités de l'art cette semaine, il y a un tableau assez rare qui va être mis aux enchères. Dites-nous en plus. Tout à fait, c'est le jeudi 18 novembre, la période la plus recherchée de Soulage, avec des tableaux en rouge et noir. Il utilise ces 2 couleurs. Elle sera mise en vente à Sotheby's à New York. C'est un tableau qui date de 1961, estimé entre 8 et 13 millions de dollars. C'est un tableau assez rare car la plupart ont été déjà acquis par des musées. Or, celui-ci était dans une collection française depuis 1989. Donc, c'est la première vente publique depuis une trentaine d'années. Cette œuvre est exposée en ce moment même à Paris, d'abord dans les locaux de Sotheby's jusqu'au 28 novembre et ensuite elle s'envolera vers New York. Et on enchaîne avec une histoire un peu insolite cette semaine, où on retrouve 2 acteurs qu'on n'aurait jamais imaginé travailler ensemble. Je vous laisse nous expliquer. Voilà, c'est Vienne qui se soulève contre la censure des réseaux sociaux. Alors certaines œuvres présentent des corps nus, certaines images de musées autrichiens ne peuvent donc pas être diffusées sur ces réseaux sociaux.
Or, on imagine mal se priver de la nudité quand on parle de l'art, notamment de celui d'Egon Schiele. La ville a donc décidé de mettre ces œuvres d'art jugées explicites, qui sont mondialement connues, sur la plateforme OnlyFans. Alors, je précise, OnlyFans, c'est un service d'abonnement à des contenus photos ou vidéos, en grande partie à caractère pornographique. Alors, les abonnés d'OnlyFans peuvent suivre ce groupement de musées et donc avoir un billet gratuit pour les musées représentés. Il y a quand même le Leopold Museum, le Kunsthistorisches Museum, le Naturhistorisches Museum et l'Albertina, voilà, où ces œuvres d'art non censurées donc, peuvent être vues véritablement. Donc un petit pied de nez aux réseaux sociaux, Facebook ou autres, où finalement Vienne dit si on ne peut pas publier nos œuvres d'art qui représentent de la nudité sur les réseaux sociaux, on va aller là où on a le droit de le faire, notamment voilà, où on peut poster des contenus pornographiques. Bon, pourquoi pas, on verra quelle sera la réponse des réseaux sociaux. On termine l'art à la une, Sybille, avec une invasion de l'espace maintenant. Voilà, c'est une œuvre qui a fait un séjour dans l'espace et qui se retrouve cette année à la FIAC. Un petit invader qui a voulu conquérir les étoiles. Il a été envoyé dans l'espace en 2015 au sein de la Station spatiale internationale, l'ISS. Donc ça représente un extraterrestre envahissant la Lune. Il sera vendu par Art Curial lors d'une vente qui s'appelle Urban and Pop Contemporary. Ce sera le 30 novembre. Une œuvre qui est estimée entre 400 et 600 000 euros. Et tout de suite, vous pouvez la voir dans la FIAC qui a lieu en ce moment même. Qui a lieu du 19 au 23 octobre. Et ça tombe bien puisque vous y étiez hier, Sybille. Vous êtes allé rencontrer Nina Rodrigue-Eli, la directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. On regarde tout de suite. Nina Rodrigue-Eli, vous êtes directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. Merci beaucoup de vous rendre disponible aujourd'hui. Nous allons faire un tour de la FIAC, cette 47e édition, et nous allons essayer de déceler les grandes tendances que nous pouvons observer. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'Observatoire de l'art contemporain en quelques mots ? L'Observatoire de l'art contemporain, on est une agence spécialisée dans le décryptage de l'art contemporain, l'analyse des tendances de création, des tendances de marché, en lien avec les évolutions de la société, les évolutions culturelles et aussi les évolutions politiques. Donc on a une orientation sociologique et aussi prospective. D'accord, alors on est à la FIAC, 47e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'enjeu des galeries aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant présentes aujourd'hui? Oui, il y a un enjeu vraiment pour les galeries d'être à la FIAC, parce que la FIAC fait partie du pool des foires majeures dans un monde globalisé, dans un marché de l'art vraiment important, qui prend vraiment toute la planète, et il y a des vrais enjeux. Combien est-ce que ça coûte pour une galerie d'être là? Est-ce qu'elle fait vraiment tout le chiffre d'affaires qu'elle souhaite faire? C'est important pour son chiffre d'affaires ou alors c'est une vitrine? Non, en général, l'organisation de la foire fait en sorte qu'elle attire énormément de collectionneurs, d'acteurs prépondérants du monde de l'art. Donc c'est vraiment important pour eux d'être dans des foires comme la FIAC, mais aussi d'autres foires. Mais la FIAC est vraiment importante. Elle a cette spécificité d'être un thermomètre de marché, et aussi de thermomètre en ce sens où on arrive à voir la circulation des œuvres et des artistes, la circulation internationale. Et ça, c'est vraiment pour nous une manière de voir l'artiste doit circuler pour qu'on ait le désir de l'acheter, de le proposer. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Super, alors je vous propose de circuler. Nous allons d'abord aller voir les artistes français à la galerie Session Bénétière. C'est cela. Nina Rodrigue-Eli, alors on est à la galerie Session Bénétière. Vous vouliez faire un petit focus sur la scène française. Vous avez remarqué qu'il y a environ 70 galeries françaises sur 170 à la FIAC. Pourquoi pensez-vous que la scène française prend autant d'ampleur dans cette FIAC qui se revendique quand même assez internationale?
Oui, la FIAC est de toute façon une foire internationale, mais vraiment cette année, ce que j'ai remarqué, c'est le nombre de galeries françaises ou établies en France, principalement à Paris, quand même, et qui fait que vraiment il y a un champ d'augmentation du nombre d'artistes français et du nombre d'artistes français qui circulent à l'international. Alors, ici, on est dans la galerie Cesson Bénéterre, qui est une galerie d'origine dans un territoire à Saint-Étienne, mais qui s'est déployée à Lyon, à Paris, au Luxembourg et à New York, et qui vraiment, alors pour moi, ça fait partie du type de galerie qui développe un champ international. Et l'enjeu de cette galerie, c'est vraiment mettre l'accent sur les artistes français et surtout sur un mouvement très important dans l'histoire de l'art qui a été moribond pendant des années, qui était laissé comme moribond et maintenant qui est complètement ressuscité depuis 15 ans grâce à leur travail. C'est le mouvement Support Surface. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Support Surface ? C'est un mouvement essentiel pour l'histoire de l'art. Il a été promu justement par Bernard Cesson, qui est un grand conservateur, qui est aussi associé à cette galerie. Et c'est en ce sens que cette galerie est vraiment très originale. C'est un mouvement historique, comme beaucoup il y en a, qui a été supplanté vraiment par d'autres mouvements équivalents aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle elle a été un peu mis de côté. Ce sont des artistes qui utilisent des formats qui sont plus liés à la structure même du tableau, la toile libre, les structures, les cordes, les filets, voilà. Est-ce que ce sont des acteurs internationaux qui, du coup, s'intéressent plus aux peintres français ou ça reste des acheteurs très français ? Selon moi, pour l'instant, ça reste encore un marché national, mais qui est en cours d'internationalisation, notamment par ce travail fait à New York. D'après ce que je comprends, il y a déjà des musées américains qui commencent à acheter des œuvres de Viala, justement. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors là, on va passer à un autre petit point. Vous voulez nous parler des estates. Alors on va, je pense, faire un petit point pédagogique dans une autre galerie. Alors. Nous sommes ici pour parler des estates, cette galerie Anne Barraud qui en présente. C'est un concept encore un peu flou. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce qu'un estate ? Alors un estate est une organisation qui se crée, pas toujours, mais dans le cadre d'une succession d'un artiste mort. Donc sa famille ou d'autres interlocuteurs peuvent créer un estate, c'est-à-dire c'est beaucoup plus reconnu sur le terme de archive d'artistes, et tout un travail est organisé autour de l'artiste, de son œuvre, à travers ses archives, un catalogue raisonné, et cette organisation, et c'est ce qui est vraiment nouveau en ce moment, et c'est vraiment une tendance, enfin c'est pas nouveau, mais la tendance se généralise et on l'observe maintenant. Donc ces estates vraiment travaillent avec des galeries qui sont des galeries de premier marché, c'est-à-dire des galeries d'art contemporain. Voilà. Alors les premiers à avoir travaillé vraiment avec un estate, enfin en tout cas avoir développé la question des estates, c'est une très très grande galerie qui s'appelle Hauser & Wirth, suivie de Zwirner, suivie des grandes enseignes comme Perrotin, et maintenant c'est une généralisation. D'autres galeries qu'on dit plus prospectives, eh bien travaillent également avec des estates comme la galerie Anne Barraud avec l'estate de Roland Topor. Mais qu'est-ce qui monte ? Qu'est-ce qu'on peut acheter en tant que collectionneur en fait ? En quoi ça nous touche ? C'est nous qui achetons un estate ou alors comment est-ce que ça se passe ? Un estate, c'est l'organisation qui s'occupe de l'œuvre et qui fait que l'œuvre continue à vivre, se maintient présente sur le marché de l'art. Voilà. Pourquoi ça prend de l'ampleur ? Est-ce que c'est parce que l'offre des artistes contemporains est peut-être moins fournie ? Pourquoi on se retourne vers le passé désormais ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le fait de se tourner vers le passé.
Au contraire, d'abord on est en toile de fond. Très clairement, on est dans une période de relecture de l'histoire de l'art. On a fait réémerger beaucoup d'artistes femmes depuis l'exposition Elle au Centre Pompidou, mais également on est vraiment dans une période de découverte ou de redécouverte d'artistes qui sont maintenant décédés et qui sont relus par le prisme contemporain, notamment Topor, mais comme il y en a d'autres également, il y en a beaucoup d'autres. Sur cette foire, il y a énormément d'estates représentés à travers des œuvres dans des galeries de premier marché. Super intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, on a parlé du passé, on va se tourner vers le vivant et on va passer à notre dernière partie de la foire. Alors dernier point, Nina Rodriguelli, vous vouliez nous parler du vivant. À quoi vous faites référence quand vous parlez du vivant ? On observe ici à la FIAC une tendance qui est celle où on voit que les galeries présentent des artistes, ces galeries se mettent vraiment au diapason de l'écologie et présentent des artistes qui eux, ont une pratique sur la question du vivant, une réflexion comme Tu Van Tran sur la question du vivant, du cycle de la vie et de la mort, c'est-à-dire que le vivant intégrant aussi le cycle de la vie et de la mort. Donc ce sont des points de réflexion que l'on retrouve dans d'autres galeries, d'autres artistes, et là c'est vraiment une vraie tendance. Est-ce que c'est sous forme de matière utilisée ou c'est une thématique ? Comment ça se matérialise ? La question des pratiques artistiques autour du vivant peuvent prendre toutes les formes, jusqu'aux matériaux organiques, comme tout simplement les matériaux organiques. Là, Tu Van Tran fige à travers la céramique, le biscuit, mais symboliquement elle utilise le feu et tout ça, ça fait partie de son cycle, d'un cycle qui fonctionne avec les éléments. D'accord, alors nous sommes à Sèvres, donc c'est la manufacture de Sèvres qui présente ça, et aussi il y a la galerie, vous me disiez ? Alors Tu Van Tran fait partie d'une galerie très importante qui est la galerie Almin Reich, qui également dispose d'autres galeries à travers le monde, et évidemment cet artiste est en train de prendre une française d'origine vietnamienne, est en train de prendre un très bon départ dans une galerie, dans une carrière internationale. Merci beaucoup Nina Rodriguelli d'avoir fait tout ce tour de la FIAC avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice de l'Observatoire de l'art contemporain. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc l'interview et même un reportage donc sur Nina Rodriguelli, directrice de l'Observatoire de l'art contemporain dans les allées de la FIAC, un reportage signé Kosela Bouesh. Merci beaucoup Sybille Aoudjan d'être venue nous présenter les actualités du marché de l'art aujourd'hui en plateau, et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine avec Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild. Séverine Renaud qui a accepté de relever le défi de vous expliquer de manière pédagogique les grands impacts du Brexit sur la gestion de votre patrimoine, que vous soyez résident en France ou au Royaume-Uni, évidemment, si vous avez toujours des actifs au Royaume-Uni. Bonjour Séverine Renaud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de vous prêter à cet exercice. Si on parle de l'impact du Brexit dans la gestion de patrimoine des Français, pour le coup, il y a deux cas qu'il faut prendre en compte. Il y a les Français qui détiennent des investissements au Royaume-Uni aujourd'hui, et il y a ceux qui vont aller s'installer au Royaume-Uni après ce fameux Brexit, donc post-Brexit. Si on prend le premier cas, les Français qui détiennent des investissements au Royaume-Uni, déjà, il faut dissocier où sont ces investissements. Par exemple, ce n'est pas la même chose si c'est dans un PEA, un plan d'épargne action, ou hors un PEA. Exactement. Lorsqu'un contribuable français cède des titres, s'il les détient en direct, par principe, la plus-value de cession est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% depuis le 1er janvier 2018. Ça, peu importe la localisation des titres. D'accord, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, n'importe où, ça reste la même chose. D'accord. En revanche, il existe des régimes de faveur qui, eux, sont conditionnés à l'établissement de la société cédée
au sein de l'espace économique européen. D'accord. Donc là, en présence de titres britanniques, on ne peut plus bénéficier de ces régimes de faveur. Parce que ça ne fait plus partie, effectivement, de l'espace économique européen. D'accord. C'est le cas notamment, par exemple, de l'abattement fixe de 500 000 euros qui peut être demandé par certains dirigeants à l'occasion de leur départ en retraite, ou encore de l'abattement renforcé qui permet à certains entrepreneurs de bénéficier d'abattements pour durée de détention qui peuvent conduire à l'application d'un taux inférieur à celui du prélèvement forfaitaire unique. D'accord, donc là pour le coup, on n'y a plus le droit quand on a des titres au Royaume-Uni. En revanche, il y a des cas particuliers, il y en a toujours quand on parle de fiscalité. On a ce cas particulier aussi, les titres britanniques ont bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME au Royaume-Uni pour le coup. Exactement. Alors avant le 1er janvier 2021, si on faisait l'acquisition de titres de PME et qu'on demandait à bénéficier de la réduction d'impôt de 25% dans la limite de 100 000 euros pour un couple, on est éligible à cette réduction si les titres étaient britanniques. D'accord. Si on souscrit les titres depuis le 1er janvier qui sont britanniques, on ne peut plus bénéficier de la réduction. On n'a plus cette réduction d'impôt. Donc on n'a plus cette réduction d'impôt, on n'a plus cet abattement fixe. Et ça, c'est en direct, quand on investit en direct. Mais si on investit via un plan épargne-action, toujours au Royaume-Uni, est-ce que là, les choses évoluent également ? Alors là, il y a un impact aussi avec le Brexit, puisque le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui permet de gérer des titres de sociétés européennes, toujours en franchise d'impôt. D'accord. Donc pour les titres qu'on détenait avant le 1er janvier 2021 dans le PEA, il y a une mesure transitoire qui a pris fin au 30 septembre, qui permet de régulariser la sortie de ces titres. On avait 3 cas de régularisation. Soit on procédait à la cession des titres au sein du PEA, ça s'effectuait en franchise d'impôt puisqu'on avait les liquidités dans le PEA qui pouvaient être réinvesties. D'accord. Soit on procédait à un retrait des titres du PEA avec un versement compensatoire en liquidité au sein du PEA, donc une fois de plus en franchise d'impôt. Et le troisième cas, on retire les titres sans versement compensatoire. Dans ce cas-là, on paye la fiscalité liée au retrait des titres. Donc, pour rappel, la fiscalité du PEA, si le PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, on est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Ça, c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas. D'accord. Et si le PEA a moins de 5 ans au jour du retrait, c'est le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Alors, vous nous avez donné cette date butoir qui est le 30 septembre ou le 1er octobre, 30 septembre 2021, donc 1er octobre 2021, nouveau régime. Si on n'a pas régularisé sa situation, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors là, on est dans un cas de manquement qui, normalement, entraîne la clôture du PEA. D'accord. Ah oui, donc c'est radical pour le coup. coup. Et dans ces cas-là, on taxe l'intégralité des plus-values, pas que les plus-values britanniques, au régime du PEA, donc ça peut être en effet très pénalisant. D'accord, ok. Et même si on a effectivement, donc il aurait fallu en fait qu'on régularise la situation avant le 30 septembre. Bon là on est le 20 octobre, c'est bon à savoir. Un peu tard. Espérons qu'il y ait un peu de droit à l'erreur quand même sur ces sujets-là, on ne sait pas. Ça c'est via le PEA. Si on a des titres qui sont détenus via des fonds fiscaux de private equity, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais quand on a des fonds fiscaux de private equity, comment ça se passe pour le coup ? Il y a certains fonds de private equity qui s'engagent à souscrire certains quotas dans des PME, toujours de l'espace économique européen, pour faire bénéficier leurs souscripteurs de réduction d'impôt. D'accord. Pour les fonds qui avaient souscrit ces titres britanniques qui ne pouvaient pas anticiper le Brexit. Bien sûr, donc au Royaume-Uni avant Brexit, oui, bien sûr. Là, ils ne sont pas pénalisés. Sous condition de respect de la conservation des titres, le fonds peut toujours faire bénéficier les souscripteurs de la réduction d'impôt. Enfin, de l'exonération. En revanche, pour les titres souscrits depuis le 1er janvier, les titres britanniques font plus partie de ce quota européen. C'est quand même assez logique, parce qu'on sait que quand on investit en private equity, on n'investit pas sur 2 ans. Donc si jamais on a investi 2 ans avant le Brexit, on ne va pas forcément devoir retirer ces titres ou avoir un changement de fiscalité. Enfin, ça semble logique du coup pour l'épargnant quand même. C'est exactement ça. Ça, c'était pour ceux qui avaient en fait déjà des actifs au Royaume-Uni avant Brexit. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a toujours des échanges entre la France et le Royaume-Uni. Il y a des Français qui partent s'installer au Royaume-Uni. Est-ce que là aussi, le Brexit a un impact sur la gestion de leur patrimoine ? La première chose qu'il faut qu'on regarde quand un contribuable français quitte le territoire, c'est est-ce qu'on applique l'exit tax. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'exit tax ? Exit tax, pardon. Il s'applique à tout contribuable qui quitte le territoire avec soit plus de 50% de titres au capital, soit plus de 50% du capital d'une société, soit une valeur totale de titres supérieure à 800 000 euros. D'accord. Et ça, c'est au départ de la France. Ça, c'est au départ de la France. On prend une photo et on regarde si on remplit les conditions. Si c'est le cas, la règle, c'est la taxation de l'intégralité des plus-values latentes au jour du départ de France. D'accord.
Il y a des cas de... Mais même si je ne les cède pas, il faut que je les cède. Même si je les cède pas. C'est-à-dire que je suis propriétaire à 60% du capital de l'entreprise que j'ai créée, je vais m'installer au Royaume-Uni, je suis taxé parce que je rentre dans ces critères-là pour le coup. Alors, en théorie, oui. D'accord. Après, en pratique, il existe des sursis de paiement pour éviter d'avoir ce paiement automatique. D'accord. Pour éviter, d'avoir le paiement automatique. Et le sursis de paiement, il est automatique quand on part dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou d'un pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et qu'en est-il du Royaume-Uni alors? C'est le cas du Royaume-Uni. C'est le cas du Royaume-Uni. Donc enfin une bonne nouvelle, on bénéficie toujours du sursis d'exit tax automatique quand on part au Royaume-Uni. Et ce, juste pour bien comprendre, donc effectivement, si je suis propriétaire des 60 titres, enfin 60% du capital de ma société, mais que ma société garde son siège en France, c'est le même fonctionnement pour le coup sur cette exit tax de manière générale? Oui. Complètement, d'accord. Je vais m'installer au Royaume-Uni et que je décide de céder un bien immobilier en France, mettons que j'ai prévu d'aller vivre 10 ans au Royaume-Uni, je n'ai plus besoin d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire en France, je décide de la céder. Comment ça se passe du coup? Parce que je vais avoir des revenus, peut-être potentiellement une plus-value de cette cession qui vont venir sur un compte français ou britannique, mais moi je suis résident britannique à ce moment-là. Alors la plus-value de cession immobilière, elle est toujours à acquitter en France. Mais là, ce qui change, c'est que vu qu'on a quitté l'espace économique européen, on est obligé de nommer un représentant fiscal accrédité pour appliquer pour nous les formalités administratives et le paiement de l'impôt en France. D'accord. Ok, donc on ne peut plus le faire nous-mêmes. Non, on a 3 cas où... Il ne suffit pas de prendre un Eurostar, de rentrer en France et de dire c'est bon, c'est vendu, je peux retourner au Royaume-Uni. Plus depuis le Brexit. Plus depuis le Brexit, d'accord. Il n'y a que 3 cas où on peut bénéficier où on n'est pas obligé d'avoir ce représentant fiscal. C'est si le prix de cession du bien est inférieur à 150 000 euros. D'accord. Ou si on est exonéré en France au titre de l'impôt de plus-value parce qu'on bénéficie d'abattement pour durée de détention, ou si on cède son ancienne résidence principale puisqu'on est exonéré dans ce cas-là aussi. D'accord, donc si on cède son ancienne résidence principale, là pour le coup, il y a une tolérance finalement, en tout cas il y a une exonération sur la plus-value. Oui. Et ça c'est pour donc la cession en France. On est au Royaume-Uni, là il y a des éléments de fiscalité à prendre en compte qui du coup ont évolué depuis le Brexit pour un résident français au Royaume-Uni? Alors la fiscalité n'a pas évolué en elle-même, mais le Royaume-Uni a une notion de résidence un peu plus développée, on va dire, que de l'autre côté de la Manche. D'accord. Au-delà de la notion de résidence, les Britanniques connaissent la notion de domicile. Quand vous arrivez au Royaume-Uni, vous pouvez être résident domicilié ou non domicilié. D'accord. Le domicile, ça sous-entend des liens prolongés, étroits avec le Royaume-Uni, comme par exemple de la famille d'origine britannique. De façon très classique, un Français qui s'établit au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles est considéré généralement comme un résident non domicilié. D'accord, ok. Donc même s'il a une résidence principale, il est résident non domicilié, d'accord. Exactement. Et le fait d'être résident non domicilié, ça ouvre le droit à l'application potentielle de 2 régimes fiscaux. Soit vous êtes soumis au régime de l'Eurasing Basis, donc ça veut dire que vous êtes taxé au Royaume-Uni sur l'intégralité de vos revenus mondiaux. C'est très classique, comme un résident français en France est soumis à l'impôt sur ses revenus mondiaux. Soit il y a un système qui s'appelle la Remittance Basis, où vous n'êtes taxé au Royaume-Uni que sur vos revenus perçus au Royaume-Uni ou rapatriés au Royaume-Uni. D'accord. Dans ce cas, on est exonéré sur tous les revenus qui sont perçus en dehors du Royaume-Uni, non rapatriés. Et ça, c'est dans quel cas précisément qu'on peut avoir cette exonération du coup? Parce que ça fait envie quand on est résident au Royaume-Uni pour le coup. C'est juste sur demande auprès de l'administration fiscale, une demande qu'on renouvelle tous les ans. Ce régime, il est gratuit les 7 premières années. Ensuite, il est conditionné au paiement d'un forfait annuel de 30 000 puis 60 000 livres pendant une durée maximum de 15 ans. D'accord, donc ensuite il y a un calcul à faire pour savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux en fait en fonction de la situation de chacun pour le coup. Exactement, et surtout il y a quand même de nombreuses contraintes qui sont liées à ce régime puisque dans la gestion des actifs, puisque tant qu'on détient les actifs en dehors du Royaume-Uni, ils ne sont pas taxés. Le jour où on les rapatrie, il faut bien qu'on arrive à tracer la nature du revenu. Bien sûr, ouais. Si on rapatrie du capital, on n'est pas taxé. Si on rapatrie des intérêts, des dividendes ou des plus-values, on sera fiscalisé au Royaume-Uni, mais pas selon le même taux. Donc ça demande une ségrégation de tous les actifs situés en dehors du Royaume-Uni pour que quand on rapatrie l'actif, on puisse vraiment identifier quel revenu on rapatrie et appliquer le bon impôt. Donc c'est quand même une gymnastique particulière. C'est ça, une gestion particulière. Un point rapide sur les contrats d'assurance-vie également, Séverine Renaud. Alors, les contrats d'assurance-vie, c'est particulier puisque c'est très commun pour les Français de détenir des contrats d'assurance-vie, mais la définition de l'assurance-vie n'est pas la même en fonction des pays. D'accord. Et le Royaume-Uni n'a pas forcément la même définition du contrat d'assurance-vie que la France. La prudence voudrait qu'à l'arrivée sur le territoire anglais,
on rachète les contrats d'assurance vie français pour en ressouscrire des compatibles avec le droit anglais. Ce rachat, les Anglais font une petite mesure de bienvenue. On peut appliquer. C'est possible. On peut appliquer quand on rachète le contrat d'une mesure qui s'appelle le Time Apportionment Relief, D'accord. où on bénéficie d'une taxation au Royaume-Uni des revenus générés uniquement depuis l'arrivée sur le territoire. Donc on a un prorata de plus-value seulement qui est acquitté au Royaume-Uni. Bon, si on conclut un petit peu sur tout ce qui a évolué, tout ce qui n'a pas évolué, ou en tout cas la situation actuelle, il y a quand même un nombre de contraintes un peu plus conséquent à prendre en compte parce qu'on n'est plus dans l'espace économique européen, mais on peut s'y retrouver. Enfin, c'est pas non plus un casse-tête. Exactement, c'est vraiment des mesures, des aménagements qu'il faut faire à la marge, mais c'est pas le même droit que nous. De façon générale, il faut quand même être très prudent, parce que là, on a évoqué les aspects fiscaux, mais il y a aussi tous les aspects civils, le régime matrimonial, l'ouverture éventuelle d'une succession. Donc, il est indispensable d'être accompagné. Eh ben, on pourra en reparler sur ce plateau. Merci en tout cas à Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild, de vous être prêtée à cet exercice, de nous résumer à l'oral ces complexités parfois fiscales, donc du coup liées au Brexit. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat chaque jour avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui, au sommaire dans le Club Macro, nous allons parler prévoyance et prévention avec le directeur général d'Afiesca, Elie Toledano. Ensuite, dans le Club Action, nous parlerons des biais cognitifs. On se demandera quel peut être l'impact dans la gestion. Nous en parlerons avec Nicolas Moutet, responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Et en toute fin d'émission, nous parlerons de Ginger Active 360A de chez Ginger AM avec Géraldine Métifeux qui est associée chez Alter Egal. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Elie Toledano, directeur général chez Afiesca. On va parler bien sûr de prévoyance avec lui. Bonjour Elie. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que la prévoyance, ça regroupe un vaste domaine. Ce serait très bien de repréciser ce qu'est votre métier d'assureur, parce que là, on ne parle pas du tout d'épargne, pas d'investissement. Et ça, c'est peut-être bien de le repréciser. Non, on parle d'anxiété. On parle de choses que... Ça commence bien. C'est ça. Écoutez, il faut pas cacher les mots. La prévoyance regroupe l'ensemble des contrats qui visent à protéger contre des aléas de la vie les assurés. Donc on trouve des garanties d'essai, des garanties de frais d'obsèques, des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité. Donc en général, des sujets dont on n'a pas trop envie de parler ou de se... Voilà, on ne parle pas de ça dans un dîner en ville, si vous voulez. Bien sûr. Est-ce que peut-être on peut donner un premier chiffre important? Combien pèse le marché? Alors, l'année dernière, c'est près de 20 milliards d'euros de cotisations prévoyance qui ont été collectées sur le marché français, sur un total d'assurance vie, je crois, de 200, un peu plus de 200 milliards. Donc, c'est pas rien, c'est pas l'essentiel, heureusement d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose de négligeable et c'est quelque chose qui compte dans l'activité des compagnies d'assurance. Alors, on retrouve des formes individuelles, des formes collectives. Est-ce qu'on peut rappeler aussi cette différence? Alors, oui, en effet, on distingue en général deux formes de prévoyance. La prévoyance collective, donc qui s'adresse à, en général, les salariés du secteur privé qui bénéficient d'un article, ce qu'on appelait à l'époque un article 83. Ça n'est pas que de la retraite, c'est aussi de la prévoyance et qui garantit en fonction des conventions collectives des minima en cas de décès du collaborateur, en cas d'incapacité, de maintien de salaire, voire même d'invalidité. Donc là, c'est un marché très développé en France qui a une véritable utilité sociale. On a à côté de cela des contrats dits individuels où là, chacun fait l'effort de s'assurer pour compléter éventuellement sa prévoyance collective ou bien parce qu'il n'en bénéficie pas tel que les travailleurs non salariés.
Absolument. Puis il y en a aussi beaucoup justement qui nous regardent et ça c'est important, on va y revenir après. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pour qui, pourquoi faire? À partir de quel âge déjà il faut s'intéresser à la prévoyance Alors, pour qui, pourquoi faire? Alors, pourquoi faire, c'est évident pour assurer des risques auxquels on peut être confronté. Alors, pour qui? Moi, je dirais que ça dépend de l'âge auquel vous rentrez sur le marché du travail. La majorité, c'est trop tôt. Oui, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Alors, quelqu'un qui va être salarié va se retrouver couvert dès qu'il va rentrer au bout de 2 mois. C'est dans son contrat de travail. C'est dans son contrat de travail, c'est dans sa convention collective, donc lui ne se pose pas vraiment des questions. Un TNS, il va lancer une activité, moi je déconseille de s'assurer en prévoyance dès le début parce que les revenus sont très faibles, les charges sont élevées, donc je ne vois pas trop l'utilité, ce serait de la surassurance quelque part ou quelque chose qui serait pas opportun. Au bout de quelques années, ou plutôt quelques mois si l'activité se passe bien, et en effet ça c'est très utile de commencer à cotiser sur un contrat de prévoyance, décès, incapacité, invalidité, ça c'est presque indispensable. Vous avez d'autres cas où, prenons un chef d'entreprise ou plusieurs associés qui veulent se couvrir mutuellement, donc ce qu'on appelle des garanties croisées. Donc là, on va trouver ce genre de contrat. Des hommes clés avec des âges un peu plus avancés dans la vie, mettons 35-40 ans, voilà. Où là, effectivement, c'est pour protéger ses associés et l'entreprise. C'est ça, c'est qu'en fait, ça mérite de revenir un peu sur les risques. C'est-à-dire qu'un travailleur non salarié qui décide de se lancer à son compte, mettons à 30 ans, le risque, c'est de ne plus avoir de revenus. Oui. Enfin, il y a effectivement un risque d'essai, ça qui est partagé par tout le monde. Bien sûr. De ne plus avoir de revenus. Alors oui. que quand on est à la tête d'une entreprise, qu'il y a 3 associés, mettons, c'est en fait, on va se couvrir soi, essayer de couvrir sa famille, mais essayer de protéger les 2 autres associés aussi. Exactement. Qui ne pourront pas forcément racheter les parts ou autre. Quoi. Exactement, c'est ce qu'on appelle les contrats hommes clés ou garanties croisées d'associés. C'est une niche, hein, c'est pas un énorme marché, mais il a aussi son utilité sociale. Et en général, ce sont des contrats qui sont proposés, suggérés par les conseillers financiers. Donc, pas tant les CGP, mais plutôt les experts comptables, les gens qui travaillent auprès des chefs d'entreprise pour leur dire vous devriez vous protéger ou protéger votre entreprise de cette façon-là. D'accord. Après, on va se protéger à quel moment? Quand on a des enfants, quand on achète, bien sûr? Alors, évidemment, quand on achète un bien immobilier, on a une assurance emprunteur. Alors, vous connaissez le dilemme entre les contrats dits bancaires et les contrats d'assurance dits délégués. Et sur les différents moments pour changer, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais alors, je ne peux pas oublier pour qui je travaille. C'est ça, parce que si je vous demande la différence, on se tourne vers son banquier. Voilà, on se tourne vers son banquier ou sa compagnie d'assurance et je vous dirais de tourner vers votre compagnie d'assurance. Non pas parce que c'est forcément moins cher, c'est moins cher, évidemment. Ce sera adapté, ce sera suivi dans le temps. Vous avez les intermédiaires d'assurance sont des gens qui sont spécialistes en général de ces questions-là et donc ils feront évoluer les contrats en fonction d'eux. Chacun son métier. Si vous allez sur l'assurance emprunteur, quel intérêt d'avoir un contrat de prévoyance si l'assurance emprunteur couvre le remboursement? Écoutez, non, il y a un intérêt énorme parce qu'en général, le reste à vivre, c'est 2/3. Donc vous avez un tiers de votre revenu qui part dans le remboursement d'un emprunt quelconque, enfin jusqu'à un tiers. Vous avez un contrat de prévoyance collective qui va vous couvrir pas forcément à 100%, donc vous pouvez avoir une chute de revenus et donc s'assurer en incapacité est très utile. Bien sûr. Ça protège les revenus du foyer, c'est extrêmement important. Surtout actuellement. Et vous, Élie, je vous ai entendu dire que vous n'étiez pas les moins chers, au moins 2 fois durant la même interview. Oui. Comment vous justifiez ça, justement? Oui, alors on n'est pas les moins chers. Globalement, les assureurs délégués sont nettement moins chers que les banquiers. On ne travaille pas de la même façon. Après, la compagnie Afiesca n'est pas la moins chère du marché parce qu'on a développé des services, un accompagnement, des outils qui font que tout cela a un prix et a une valeur. Et donc, on essaye d'en faire la promotion. D'accord. Alors, autre sujet important, bien sûr, c'est la retraite. Alors, je ne sais pas si Nicolas y pense. Faudrait peut-être. Est-ce qu'on doit commencer à y penser? À quel âge on doit commencer à penser à sa retraite? À la retraite. Je suis un peu surpris de la question parce qu'en général, non pas qu'on oppose retraite et prévoyance, mais si on est plutôt sur le thème de la prévoyance, je dirais qu'il y a 2 contrats. Enfin, il y a 2 contrats qui sont importants à avoir en tête. D'abord, quand on arrive à un âge un peu élevé, ce sont les contrats obsèques.
voilà, c'est décharger ses proches de ses obsèques. Alors on ne sait pas quand. Et ça, c'est quel âge, si on est en bonne santé? 70 ans, et pas la peine de commencer 65-70 ans, mais c'est pas la peine de commencer avant. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. À peu près à l'âge de la retraite, justement. Exactement. Quand on n'est plus salarié, on n'est plus couvert on n'a plus de couverture collective par son entreprise, donc il faut prendre une couverture individuelle, et un contrat obsèque est plutôt adapté, parce que c'est pas tant pour soi, mais c'est surtout pour ses proches. Après, quand on a des patrimoines un peu élevés, on pense aussi aux droits de succession. Et donc il y a des contrats qui peuvent être des temporaires d'essai. Donc quand on a une période de fragilité où on ne veut pas se couvrir pendant très longtemps, ou des contrats vie entière, qui eux se dénoueront au moment du décès, qui peuvent financer une partie, toute ou partie des droits de succession. Donc ça s'applique à des cas un peu particuliers, avec des patrimoines conséquents, mais c'est aussi un marché qui existe et sur lequel les assureurs sont présents, et au travers d'eux, les différents intermédiaires qui travaillent. Rapidement, on a commencé cette interview, Laura vous a dit on parle de quoi, vous nous avez répondu d'anxiété. C'est une discussion qui est facile à avoir, le fait de souscrire un contrat de prévoyance avec vos clients, et surtout c'est eux qui viennent vous voir en disant tiens, il faudrait un contrat de prévoyance, ou c'est pas un réflexe? Et peut-être juste pour compléter, est-ce qu'avec la crise sanitaire, justement, l'anxiété justement et cette envie de se protéger a augmenté? Est-ce que vous avez eu une augmentation des souscriptions? Alors, il y a deux questions. Alors, on va répondre à la première. Les gens viennent pas spontanément s'assurer parce qu'ils sont anxieux. Il faut faire naître le besoin, mais comme dans toute vente, simplement, là, on vend pas du rêve, on vend l'absence de cauchemar. Donc, forcément, ça demande un peu plus de travail. Et ça demande, je dirais pas plus de formation, mais c'est une approche différente de celle que l'on peut voir sur l'épargne ou sur la retraite. Mais les courtiers, les agents généraux, les conseillers en gestion de patrimoine connaissent bien ces questions-là et servent très bien leurs clients par rapport à ces problématiques-là, en tous les cas nettement mieux que les conseillers bancaires. C'est pas leur boulot, c'est pas leur métier. Voilà, chacun son job. Et moi, je pense que les collaborateurs, enfin les gens qui travaillent dans le monde de l'assurance sont en général bien formés et connaissent bien ces problématiques-là. Après, par rapport à la crise sanitaire et au pic de décès qu'on a eu au mois de mars-avril 2020, moi, je peux vous dire, on a eu plus de 30% de contrats obsèques qui ont été sinistrés à cette période-là. La question, c'est est-ce que ça a fait naître un besoin? Je pense que ça a rappelé aux conseillers qui devaient en parler. Et donc, effectivement, on a pour Afiesca une belle année en termes de contrats de prévoyance. Est-ce que c'est dû à la crise sanitaire? Je ne pourrais pas le dire, mais indirectement, parce qu'il y a eu une sensibilisation, une prise de conscience que c'est des choses importantes. Merci beaucoup, Elidon Edano, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Afiesca, Afiesca qui est la compagnie d'assurance du groupe Burrus. Et on se retrouve, nous, tout de suite pour le Club Action. C'est parti pour le Club Action. On va recevoir dans un instant Nicolas Moutet, responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Et on va se poser cette question, quel peut être l'impact des biais cognitifs dans la gestion? Bonjour Nicolas Moutet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. C'est vrai que les biais cognitifs dans la gestion, c'est un sujet qu'on entend régulièrement, ou en tout cas, quand on lit des conseils de gestion, on lit tout ce qu'il ne faut pas faire, on lit très souvent qu'il faut faire attention aux biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif, Nicolas Moutet? Alors un biais cognitif, c'est un fonctionnement qui intellectuellement va pouvoir modifier notre manière de réfléchir. Alors il y a des biais cognitifs qui sont extrêmement positifs, qui nous aident en fait tous les jours à aller plus vite. Il y a un côté un petit peu automatique. Et parfois sur certaines matières, ça peut influencer notre prise de décision. Et en investissement, ça peut être parfois catastrophique. Et donc en investissement, il faut faire attention à ces biais cognitifs. Des biais cognitifs, il y en a beaucoup. Chez Amiral Gestion, si vous deviez en sélectionner quelques-uns auxquels il faut absolument faire attention quand on veut investir sur un marché, ce seraient lesquels? Alors, il y a plusieurs biais cognitifs. Il y a un biais cognitif qui va être un biais de perception, c'est-à-dire que suivant l'environnement, vous allez être ça va complètement modifier votre perception de la valeur ou du prix éventuellement. On a d'autres biais, par exemple le comportement moutonnier ou le comportement du conformisme qu'on peut vivre à la fois dans notre vie perso. Au quotidien. Au quotidien, tout à fait. Mais qu'on peut retrouver également dans l'investissement avec des modes et des tendances qui sont parfois assez fortes.
D'accord. Alors, juste sur la perception, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en fonction de l'environnement, on va avoir une perception différente d'un actif. Mais bon, l'environnement, c'est le même pour tout le monde. C'est un marché financier, ou autre. Donc, c'est quoi ce biais de perception? Vous avez un exemple peut-être à nous donner de... Oui, alors il y a plusieurs exemples. En fait, pour la perception, vous allez retrouver à certains moments beaucoup d'investisseurs qui vont être d'accord pour dire bah, ça, c'est une très bonne idée. Et finalement, vous avez tout à fait raison, on va retrouver une information dans le marché qui est disponible pour tout le monde. Et donc, tout le monde va se dire, OK, c'est une très bonne idée. Je vais vous donner plusieurs exemples. Avant les années 2000, vous aviez la bulle Internet. Et tout le monde était d'accord pour dire... c'est un investissement d'avenir. Exactement. Donc, pour certaines valeurs, c'est tout à fait vrai. Pour d'autres, ça l'était un petit peu moins. Et régulièrement, on entend des changements de paradigme en disant... Internet maintenant, les startups, c'est le futur. Et finalement, en termes de perception, on se pose beaucoup moins la question du prix. Mais on pouvait le retrouver un peu avant dans l'émergence de l'informatique, encore avant l'ordinateur, avant la télévision, etc. etc. Donc dans chaque vague d'innovation, finalement, on va retrouver un petit peu ce biais de perception parce que en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le FOMO quelque part. C'est moi aussi, j'ai envie d'être investi sur ces valeurs-là, donc je suis prêt à les payer quoi qu'il arrive. C'est un peu ça l'idée. Effectivement. Et en fait, aujourd'hui, si vous discutez avec un certain nombre d'investisseurs, tout le monde s'accorde à dire que l'intelligence artificielle, par exemple, il y en aura dans tous les métiers. C'est l'avenir, donc il faut absolument en avoir. Alors, c'est effectivement probablement vrai. Et donc, il faut en prendre conscience et en tenir compte. Par contre, peut-être pas forcément l'acheter à n'importe quel prix. Bien sûr, et pas n'importe quelle entreprise non plus, du coup. Exactement. Et alors, quelle différence avec un comportement moutonnier dont vous nous parliez tout à l'heure, ce biais cognitif de pression finalement du groupe ça veut dire que là, on retrouve ce comportement moutonnier d'aller vers tel ou tel secteur, mais ça peut aller plus loin que ça aussi. C'est quoi? C'est vendre quand tout le monde vend ou acheter quand tout le monde achète? Oui, parce qu'effectivement, si je vais vous donner un exemple un peu dans la vie de tous les jours, mais si votre beau-frère vous dit tiens, j'ai gagné en 6 mois 30% sur tel titre, c'est vous dire je suis peut-être pas plus idiot que mon beau-frère, je vais peut-être aussi pouvoir gagner un petit peu d'argent là-dessus, et quelque part vous allez arriver à chaque fois avec un temps de décalage. Après 30% de hausse pour le coup. Oui, tout à fait. Et la bourse est bien une machine à anticiper le temps. Et a priori, si vous êtes d'accord après votre beau-frère et qui lui-même a pris cette idée après son cousin, après son cousin ou une lecture d'un magazine, il est probable qu'on le retrouve en fait déjà dans les prix boursiers. Et alors, il y a un troisième biais cognitif sur lequel Amiral Gestion communique, c'est l'impatience. Et alors, vous avez une image qui me plaît assez, que vous allez nous raconter, c'est une image en lien avec le vin. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, imaginez que une bouteille de vin, un très grand Bordeaux, et d'une année assez récente. Donc, un bel investissement pour le coup. Un bel investissement. Imaginez que je sois allé la chercher directement au château. Oui. Donc j'ai eu un beau variable l'année dernière. J'ai envie de me faire plaisir. J'aime bien le vin. Donc je vais acheter 2 caisses de 12 bouteilles de vin que je ramène chez moi. Je vais les descendre à la cave. Je vais prendre mon plus beau tournevis plat. Je vais faire un effet de levier. Déjà pour vérifier s'il y a bien du vin à l'intérieur de la caisse. Voir si l'étiquette est belle. Et je vais ouvrir cette bouteille de vin, me servir un verre. Et ce que je viens de faire, c'est une erreur, ça, pour le coup. Ce que je viens de faire, effectivement, précisément à ce moment-là, c'est détruire de la valeur de manière irrémédiable. Bien sûr. Puisque en partant du château, on m'a plutôt conseillé de le boire et de ne pas l'ouvrir avant 7-8 ans, avec un potentiel de conservation de 10, 15, 20 ans. Et en fait, en l'ouvrant, je n'ai pas respecté l'horizon de vieillissement de la bouteille, et pour un biais qui est le biais d'impatience. D'accord. Donc c'est quoi? Il faudrait être patient et vigilant? Alors, il faut être... disons que le parallèle que l'on peut faire, peut-être entre le vin, parce qu'on n'est pas là forcément et avec un marché financier, c'est ça. Tout à fait. C'est l'horizon de vieillissement et l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que pour beaucoup d'investisseurs, et notamment quand on aborde un horizon action, c'est bien sur un horizon de 5 ans et plus. Et pourtant, on voit que la durée moyenne du détention d'une unité de compte dans un contrat d'assurance vie, elle est plutôt de 3 ans. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. Alors qu'on sait que normalement c'est 5. Donc, mais c'est 5 ans au minimum. Au minimum. Et alors, très bien, mais moi, quand on écoute des professionnels d'investissement, vous nous dites qu'il y a un horizon d'investissement de 5 ans. On entend 2 choses. On entend très souvent, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, dès qu'on a la moindre baisse. Donc vous nous dites horizon d'investissement 5 ans, très bien, gardons les 5 ans. Oui. Mais on entend plein de professionnels du secteur qui disent il faut savoir prendre ses pertes
et revenir sur le marché après. Donc c'est aussi pour ça finalement que les gens ne restent pas investis longtemps, parce qu'ils essayent de suivre des tendances. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, suivre les tendances, c'est bien, mais il faut garder des horizons d'investissement de long terme. Suivre des tendances, c'est assez risqué. En fait, il y a pas mal de statistiques là-dessus. Et finalement, on s'aperçoit qu'en restant dans le marché, pendant de longues périodes, on arrive à dégager beaucoup de performances. Sur les mêmes valeurs, du coup. Sur les mêmes valeurs, en gardant sur les mêmes ses positions valeurs. pour le Alors, potentiellement, il faut savoir prendre ses pertes à certains moments, et ça, c'est le travail de gérant. Mais c'est vrai, quand on investit et quand un investisseur achète un fonds, derrière, le travail est déjà réalisé. Et en fait, quand on voit le fonctionnement boursier, on s'aperçoit que si vous loupez certains jours de bourse, vous loupez complètement la capacité à surperformer. Et en fait, c'est très très difficile de prévoir les jours de bourse sur lesquels il va y avoir de grosses baisses, Bien sûr. mais également de fortes hausses. Et en loupant 5 jours ou 30 jours de bourse, sur 20-25 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 90% de la valeur de l'investissement. Ouais. Donc il vaut mieux rester investi, c'est ce que vous nous dites. Donc il vaut mieux rester investi, choisir évidemment les bonnes maisons de gestion et appliquer un principe de diversification et le long terme. Toujours la déguster, diversification. son vin après quelques années du coup et profiter de la valeur de son vin. Merci beaucoup Nicolas Boutet. Merci, Je rappelle Nicolas. que vous êtes responsable des relations partenaires chez Amiral Gestion. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et vous regardez le Club Expert aujourd'hui à notre invitée Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal. Et on va parler d'une société de gestion indépendante, pas comme les autres, avec elle tout de suite. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Super. Alors on va parler de Ginger AM et surtout on va parler de leur fonds, Ginger Active 360, qui est à part sur le marché et dans le monde de la finance. Tout à fait. On va parler de leur fonds parce que de toute façon, ils n'ont qu'un fonds. C'est pas comme si on avait le choix de trouver un de leurs Bien sûr, nombreux ouais, fonds dans leur gamme. C'est la particularité, c'est ça. Mais c'est l'énorme singularité dans l'univers des 650 sociétés de gestion. On a des dizaines et des millions de fonds. Eux, ils n'ont qu'un seul fonds. Et en plus, ils n'ont pas choisi la facilité parce qu'ils n'ont pas pris un fonds patrimonial qui, voilà, à la limite, on peut le mettre partout tout le temps. Non, ils ont pris un fonds qui est très volatile, pas forcément très facile à appréhender, action européenne majoritairement, enfin, en tout cas actuellement. Donc voilà, c'est un fonds un peu particulier. Et c'est vrai que on va regarder pourquoi Ginger, pourquoi choisir effectivement ce Ginger. D'abord, c'est une capacité, c'est une société qui a une capacité à détenir des valeurs dont plus personne ne veut. Oui. On dit comme ça, c'est pas hyper sexy. Bah oui, c'est voilà. ça, c'est pas très vendeur. Mais... Tout à fait. Et il y a des périodes compliquées. Il y a des périodes compliquées parce que les valeurs dont on veut plus, on les imagine bien. Alors, je caricature, ils l'ont pas en portefeuille, hein, mais ça pourrait être un Renault, par exemple. D'accord, oui, pour qui connaît des moments difficiles en ce moment. Voilà, où il aurait fallu avoir Tesla, en tout cas ça parle plus. Donc c'est vraiment une capacité à détenir des valeurs que personne ne veut parce que tout simplement elles sont dans leur matrice pas chères. Ouais, et c'est ça le but, c'est de pas acheter trop cher. Entre autres, hein, ils ont plein d'autres subtilités. L'autre point, et je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent, parce que précisément dans nos portefeuilles aujourd'hui, actions, on a énormément de valeurs de croissance, donc on n'a pas tellement de valeurs dites value, les valeurs des mal-aimés. alors que c'est la value. Hein. Ah complètement, oui, c'est essentiellement de la value. Et ça nous permet effectivement un peu de nous hedger contre le risque croissance à tout craint. Donc c'est une vraie décorrélation que de le détenir dans son portefeuille. Et c'est également une façon de se hedger contre le risque un peu tôt en détenant des valeurs financières, parce que c'est pareil, ça depuis une douzaine d'années. Les financières, il n'y en a plus beaucoup en portefeuille. Alors il y a plein de raisons, mais pour le coup, on n'en trouve pas beaucoup. Et enfin, pardon. Ouais, non, pardon, allez-y. Merci. Et enfin, juste, ils ont une équipe, une seule stratégie. Donc il y a vraiment un alignement des intérêts entre les leurs, les nôtres et ceux de nos clients. Et ça, c'est assez rare. Et c'est justement dû au fait qu'il n'y ait qu'un seul fonds. D'accord, un seul fonds, une seule équipe, une seule stratégie, donc ça rassure finalement en fait les épargnants, si je comprends bien. En tout cas, vous, Géraldine, ça vous rassure. Un mot peut-être sur cette équipe, du coup, qui fait des choix non conventionnels. C'est qui derrière alors? Alors, c'est une équipe assez resserrée, parce que c'est 8 personnes. Le gérant, c'est Leonard Cohen. Alors, au-delà du fait qu'il veut faire de la chanson, il s'est un gérant extrêmement ouais, non, la connu. place était prise pour le coup. Malheureusement. Mais c'est l'ancien tricolore rendement, enfin, c'est une figure quand même de la gestion. Donc, quand on dit tricolore rendement, on voit le paquebot, mais on voit aussi cette appréciation du risque, du rendement et de la value. C'est Bruno Zaraya en directeur commercial. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. Absolument. C'est Mathieu Vessier qui est directeur de la recherche. De mémoire, c'est son titre. C'est Dimitri Sion. Enfin voilà, c'est une équipe de 8 personnes, dont une femme. À la limite, le seul point négatif, c'est que c'est peut-être pas assez. Peut-être pas assez de femmes. Mais bon, il y a toujours des femmes compétentes, hein, c'est comme ça aussi. C'est une boîte qui s'est créée en novembre 2011.
Et novembre 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment de la crise. 10 ans, là. Ouais, c'était exactement. Oui, tiens, là. C'est le moment de la crise de la dette souveraine et c'était justement au moment de se dire est-ce que c'est un risque systémique ou pas. Est-ce que c'est un peu leur dada de dire s'il n'y a pas de risque systémique, on peut investir. S'il y a un risque systémique, on n'investit pas. Et c'est courageux de se lancer avec un fonds qui, objectivement, là, sur les dernières années, principalement exposé en actions, 85%. On rappelle qu'ils peuvent, c'est un flexible 0,100 théoriquement, mais en réalité, pour eux, l'actif le moins cher aujourd'hui, c'est les actions et pas n'importe lesquelles, parce qu'on voit bien que les taux ne rapportaient pas grand-chose. Bien sûr. Alors, la martingale de Ginger, c'est quoi ? Alors, martingale, il n'y en a pas en vrai, parce que sinon, ce serait trop bien. Mais, leur vrai martingale, si je puis me permettre, c'est qu'ils n'ont pas. Ils ont deux biais d'analyse. Ils ont l'analyse fondamentale que tout le monde a un petit peu. Alors, pas forcément la même, sinon on aurait tous les mêmes choses dans les portefeuilles. Et puis, à côté de ça, ils ont cette analyse des risques réels portés par le marché. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement intéressant parce que ça leur fait porter des positions parfois très, très longues en portefeuille. Et donc, forcément, de subir un peu des assauts baissiers qui ne sont pas très faciles à porter dans un monde du web 2.0, 3.0, où on doit être dans l'immédiateté de profit. Mais je pense que c'est ça leur principale valeur, à mes yeux. D'accord. Et côté performance ? Alors, côté performance, il y a eu des débats, on ne va pas se mentir. Oui. Mais aujourd'hui, ça performe parfaitement bien. On est à plus de 20-22% de performance depuis le début de l'année, ce qui est quand même considérable pour un fonds action flexible, en tout cas action européenne dans son exposition et value. Parce que c'est vrai que l'année passée, c'est vrai qu'ils ont souffert. Et avant le retour de la value, il a fallu qu'ils rassurent vraiment leurs investisseurs. En fait, on a eu un gros point négatif jusqu'à mars-avril 2020. Et je le sais parce qu'on en parle souvent entre nous. On avait décidé de réinvestir nos clients sur ce fonds en avril 2020. Et du coup, ça arrive à des performances qui sont considérables. C'est pas compliqué. La performance annualisée, là, c'est grosso modo sur 3 ans ou 5 ans, c'est entre 6,5 par an. Donc, ça reste quand même pour un fonds. Value, un fonds des actions mal aimées, ça reste un fonds qui performe très très bien et qui est très différenciant. Et alors, en résumé, si on regarde un petit peu les avantages, les inconvénients que regarde une professionnelle de la gestion de patrimoine, quand on conseille un client, qu'est-ce que vous dites du coup sur Ginger AM ? Je pense que je commence par le point négatif, ce sera plus sympa de terminer sur une note positive. Bien sûr. Le point négatif, pour moi, c'est vraiment la volatilité. Encore une fois, pour nous, avec les clients finaux, c'est compliqué parfois de tenir des positions. Et notamment, Ginger, parfois, on a eu du mal un peu à les tenir en 2018 et ainsi de suite. Parce que c'est évoqué, il n'y a pas de risque systémique, mais enfin, on perdait quand même un peu de sous, donc c'était pas facile pour les clients de. Oui, à un moment, l'épargnant, il voit combien il gagne ou combien il perd. Donc, mais 3 ans récupérés, c'est un peu long. Voilà, la recovery était un peu longue. Ça, c'est vraiment le côté négatif, mais le côté extrêmement avantageux, c'est que ils ont un vrai ADN, une vraie gestion à part, et ça nous permet vraiment de nous décorréler de tout ce qu'on achète aujourd'hui, et je pense qu'ils garderont toujours cette idée de value et de valeur à part, et donc ne s'attendront jamais trop à la croissance. Donc, c'est gros avantage de Ginger, c'est ça. Merci beaucoup, Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal, de nous avoir détaillé du coup ce fonds de Ginger AM, le Ginger Actif 360A. Merci également, Laura, pour cette présence en deuxième partie d'émission, et on se retrouve lundi à partir de 13h sur Bismart. Très bon week-end.